said I'm lovely. You are! Oui, bonjour. Je vais vous dire aujourd'hui, je vais partager mes mots autant en français qu'en anglais parce qu'on n'a pas choisi nos colonisateurs et le plus important, c'est vraiment de pouvoir se comprendre entre peuples qui doivent travailler ensemble. So today I'm going to split my words both in French and in English because I always say we didn't choose our colonizers, so the most important part is to be able to understand each other and because we're working against the same thing. So since I'm talking in the honor of this day, and you see, even the church is okay with me, I'm going to start in English because July 11th, 1990 was the day right before my birthday, because my birthday is tomorrow. I was 12. Yeah. You get 12 for 35, so 47 tomorrow. I'm not as young as before, but you can imagine as a young Indigenous girl in my community, seeing everything that was happening on the news, it was quite traumatizing. And my first reaction was, I hope they're not going to make too much of a mess because they're going to hate us even more than they already hate us. That was my first thought. And then I saw what they were doing. And then I learned. And then I saw Ellen Gabriel, and my life changed. Yeah. She's life-changing. Because, for real, it was like, I'm seeing an Indigenous woman taking a role that was given to her by her community. She's speaking not for herself as a leader, but for her community. And I was seeing something that was lost through colonization. It's the role of women, grandmother, mother, young woman in the community, because the Indian Act was there to erase us, erase our role as women, erase our identity. Because, as an example, my father is a Quebecois, but he didn't marry my mom at a time where in my community it was has never been seen. Just so that we could not be considered white people and we could live in our community, go to school with our family, and that had a big impact in my life. At first, water is life. At first, I was really impressed because I never heard somebody talk so proud so well, but also out of these contexts of colonization. But I was also asking myself, where were we before 1534? Like before the landing of Jacques Cartier, when he decided to put a cross in somebody's backyard and say that's ours. And I started learning about my history, where we come from, also all the other nations that we were not taught about. I wanted to know about the Indian Act because we were not taught about that either. I wanted to know what's the point of being Indigenous. So during my youth, that's what I wanted to do. And a couple of years later, 2012, there was a movement called Idle No More. Woo! Yeah. It kind of happened in a flash. But one thing that was really important is that me and my friend Widia were like, oh my God, I hope that's gonna happen here in Quebec. I hope somebody's gonna do something. Okay, I think we're gonna have to do something. And we started organizing on the internet, on Facebook, and I gotta say one thing. If it was not for the Oka crisis, or best said, the Kanesatake resistance, and people like Ellen Gabriel, there would have been no Idle No More. And one thing that's important, we talk a lot about the corporal that died during the summer, but often people forget that there was also an elder that died because a convoy of women, children, and elders tried to get out of the community, and they were pelted with rocks. And I think that Joe Armstrong, if I'm not wrong, is probably the only person that died because of lapidation. He died from an heart attack, but nobody talks about him. We always come back to death that are valued, and that's death of white people. And it's important today because reconciliation has been a very strong word. And this year it changed to economical reconciliation. But if you look across the world, right now the life of
people that are brown are undervalued. Because we talk about reconciliation here in Canada, but if we really believe that the life of Indigenous people were worthy, we would be interested in the ones that are happening in Palestine, the people that are being kidnapped in the United States. Many lives, not just in Canada, are being snatched, and our voices here as a country are very much valued. And as Indigenous people, we know that this reconciliation is very fragile. The law that were passed this year by Mr. Carney's government shows it. And next time we're not going to be talking about economical reconciliation, we're just going to be talking about economy. Alors là, je vais passer au français pour terminer. Quand, juste avant la crise de la COVID, on a eu la visite de Greta Thunberg. On était 1,5 million de personnes à marcher à Montréal. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir être au devant de la marche. Et même à un moment donné, avec ma petite veste orange, j'ai dit « OK, on arrête! » Et là, tout le monde a arrêté. Et je me suis dit « Oh mon Dieu, j'ai d'arrêter 1,5 million de personnes de marcher. » Mais ce qui était fantastique, c'est qu'on est tous venus ensemble dans la rue. On était motivés, émus. On était tous ensemble. Mais à la fin, quand on est reparti chacun de notre côté, on a senti un grand vide. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Est-ce que c'est une marche de 1 million? Est-ce que ça va être d'autres vedettes? On va avoir, je sais pas moi, Leonardo DiCaprio avec Brad Pitt qui vont venir marcher à Montréal. Mais c'est là que je me suis rendu compte d'une chose très importante. On se bat contre un système qu'on appelle le capitalisme, mais dans nos savoirs ancestraux, on parle du Wendigo ou du Hatchen. C'est une maladie une maladie mentale qui arrive aux gens qui vont avoir tellement peur de mourir qu'ils vont aller jusqu'au tabou de manger de la chair humaine. On dit que les Wendigo, c'est ceux qui auront mangé leur mère, leur père, leurs enfants pour essayer de se donner juste un petit peu plus de vie. Et à cause de cela, le monde des esprits leur est interdit. Parce qu'on dit que s'ils vont dans le monde des esprits, ils vont dévorer tout ce qui se passe dans le monde des esprits aussi. Donc, ils sont pris sur la terre avec cette maladie de toujours avoir faim, de jamais être capable d'être satisfait. Aujourd'hui, on vit dans une économie de Wendigo. On est tous pris dans cette économie de Wendigo. C'est une économie qui mange les corps humains, qui mange les Autochtones, qui mange les Palestiniens, qui mange les Mexicains. Parce qu'on les veut au travail, on les veut en dehors du terrain, on veut se débarrasser de ces personnes-là. Mais on mange aussi l'avenir, les 7 futures générations. On est en train de dévorer nos enfants. Donc, cette marche-là d'un demi-million a appris une chose. À toujours vouloir courir après le système pour pouvoir essayer de montrer qu'on vaut de quoi, on s'épuise. Je pense qu'il y a beaucoup de militants ici qui, dans les dernières 10 années, ont eu des crashs, se sont remontés, ont été fatigués, ont tombé malades parce qu'on essaie de courir après un système qui est affamé, qui va manger ses propres enfants pour essayer de lui faire entendre raison. Alors moi, ce que j'ai appris avec la marche d'un demi-million, c'est pas d'aller ensemble à 1 million dans la rue, c'est de se connecter entre humains qui ont cette même idée. Et cette idée-là, c'est d'arrêter et de ralentir et de revenir à un rythme d'humain. Parce que présentement, ce système-là fonce dans le mur. Et à trop vouloir les avertir, on va foncer dans le mur avec eux. Mais en ralentissant, en prenant un rythme naturel, comme nos grands-mères le faisaient, comme même nos ancêtres le faisaient depuis des temps immémoriaux, eh bien, on risque de ne pas foncer dans le mur. On risque de garder en vie ces savoirs-là qui vont aider les futures générations qui vont être prises à chercher des solutions. Parce que tout ce qu'on va leur avoir enseigné, c'est de commander sur Amazon ou de vouloir avoir un extra latte parce que c'est ça comme ça qu'on les a élevés. Mais dans les savoirs ancestraux, il y a des solutions qui nous montrent que malgré que ça fait 500 ans qu'on est dans un apocalypse, on est encore ici aujourd'hui. Malgré que ça fait 75 ans qu'il y en a qui se sont fait prendre leur pays, on essaie d'effacer leur histoire et aujourd'hui, on essaie même d'ignorer en live stream un génocide. Mais ils sont encore là à dire c'est notre territoire et on est attaché à ce territoire-là. Puis je pense que c'est la meilleure manière, c'est d'entrer en relation. Ça va être mon dernier enseignement que je veux partager parce que c'est un des plus importants. Pour moi, un de mes meilleurs alliés, ça a été un homme blanc. Puis une des personnes qui m'a fait le plus de tort dans ma vie, c'était une femme autochtone.
Alors aujourd'hui, on voit que même des personnes qui ont vécu un génocide peuvent créer un génocide. On voit qu'il y a des Autochtones qui peuvent vendre le territoire pour avoir un petit peu plus d'argent. Mais on voit aussi qu'il y a des solidarités aujourd'hui qui dépassent justement ces groupes qui ont été séparés pour la seule et unique raison de pouvoir les annihiler un après l'autre. Alors, comme le disait si bien Audrey Lorde, un autre savoir qui vient d'une autre nation que la mienne, on ne pourra pas défaire la maison du maître avec les outils du maître. Mais d'entrer en relation les uns avec les autres, d'apprendre à se connaître, de se prendre ensemble dans un village et surtout de ralentir, de prendre le rythme de la nature et d'arrêter de voir la vision du monde capitaliste, ça va être important. Tantôt, on voyait des urubus, et souvent on dit « Ah, ça c'est des carrion, hein? Des buzzards en anglais. Turkey vulture. Souvent on dit « Ah, c'est pas un bel oiseau, ça c'est... Il mange des carcasses. » Mais il fait son rôle, il n'a pas oublié son rôle. Le seul animal dans toute cette forêt qui a fait des tipis tellement hauts qui a oublié qu'il est dans une forêt, c'est l'humain. Et c'est le seul qui a oublié son rôle. Et qu'il faut qu'on retrouve notre rôle, pas celui d'un cancer, mais bien d'une cellule qui vit avec toutes les autres cellules pour pouvoir continuer pendant très longtemps. Et je veux dire un gros Chinish Commitment à Hélène Gabriel parce qu'elle a été une inspiration et continue de me montrer c'est quoi du vrai leadership qui va nous permettre d'aider les uns les autres plutôt que d'aider nos porte-monnaies. Fait qu'un gros Chinish Commitment à elle. Thank you so much. All right, so our next speaker is someone who I've known my whole career, and I've always known him as Chief Ghislaine Picard. So you'll always be chief to me. What a privilege, Nakusat. Thank you very much. Quite get it known to me, Chair, when you got to quite to who got it now. The no days first, Mr. Major, I got was cut to one to do man in the Scotty Wagon, old time one. Not the map at Ludachi and stop my good wagon. Marban and Smotching and no they would Susan, not them Papa Hex to Dagunano. When we took Ludachi and stop my good and no they would shoot up. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord reconnaître le tambour qui nous réunit aujourd'hui. Extrêmement important de lui porter respect. Et écoutez, je suis ici aujourd'hui sans vraiment de statut officiel ou quoi que ce soit. Je suis ici en tant que membre de ma nation, la nation Innu. Et je vous ramènerai il y a 35 ans, alors que je faisais mes premières... j'essayais de trouver ma place dans le cercle politique. Et j'ai réussi à trouver ma place et j'y suis resté pendant plus de 30 ans. Et à ce moment-là, je dois avouer que ce qu'on a appelé la crise d'Oka, qui devrait peut-être un peu plus porter le nom de résistance d'Oka ou de Kanesatake à l'époque, faisait beaucoup de bruit, non seulement parmi la population québécoise ou canadienne et même internationale, mais faisait beaucoup de bruit également au sein même de nos propres communautés, en dépit de leur diversité. Et je dirais que le colonialisme et même le néocolonialisme sont encore très vivants et également très puissants. Donc il y a eu beaucoup d'influence, beaucoup de désinformation. Et malgré tout, on a réussi à organiser 2 marches de solidarité dans la ville de Québec en marge de la situation vécue par nos sœurs et frères de la nation Kanien'kehá:ka. Et on a même réussi à déléguer une délégation d'élus à Kahnawake en plein mois de juillet, dans des circonstances qui étaient loin d'être enviables. Et on a pu heureusement compter sur des alliés non autochtones, même des politiciens à l'époque, qui ont réussi à nous faciliter l'accès vers ce lieu de rencontre à Kahnawake pour participer à des réunions. En fait, planifié pour essayer de trouver une solution et de résoudre la situation vécue par nos peuples à ce moment-là. Ce que je dirais peut-être aujourd'hui, c'est que le problème qui est à la base du soulèvement en 1990 est loin d'être résolu aujourd'hui. Et je me permets d'ailleurs, en parenthèse, de souligner
l'acceptation par la Chambre des communes du projet de loi C5, un peu à la vitesse, et qui va sans doute permettre au gouvernement de contourner ses obligations en matière de consultation, en matière également de consentement préalable libre et éclairé de nations autochtones qui vont être affectées par les territoires, par les projets plutôt majeurs considérés par le présent gouvernement. Donc c'est important également que les 35 ans depuis OCA servent également de rappel à l'endroit des gouvernements. Nous avons un gouvernement au niveau du Québec aujourd'hui qui a tourné le dos à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, pas seulement une fois, mais deux, depuis 2018, depuis son arrivée au pouvoir. Donc, c'est un rappel important, je pense, qui mérite également d'être fait. Je me souviens d'un premier ministre canadien à l'époque de la crise qui disait, sans le citer, que jamais plus on ne devrait permettre que ce genre de situation se produise au Canada, mais c'est encore en train de se produire aujourd'hui. C'est plus subtil, mais la question demeure entière, c'est qu'est-ce qu'il va devenir des territoires. Et récemment, je lisais un historien non autochtone francophone qui remettait en question la notion de territoire non cédé, et c'est encore très présent dans le discours aujourd'hui, dans le discours public, mais heureusement, c'est des voix et des opinions qui représentent une minorité. Donc, il y a une capacité de changer les mentalités et de renverser finalement la tendance qui était extrêmement évidente en marge de 1990. Mais la suite nous appartient pas seulement à nous comme peuple autochtone, parce qu'on est constamment devant l'adversité, on est confortable avec l'adversité, mais il appartient également à vous tous et toutes. Et vous avez la responsabilité de multiplier vos voix, surtout avec une montée, je dirais, extrêmement inquiétante, préoccupante de la droite partout sur la planète. Et je pense que c'est un rappel aussi que nous devons nous faire à nous-mêmes, qu'il y a une mobilisation qui doit être soutenue et maintenue. I'm just standing here as not in any official capacity or position or status. I'm just a member of my nation, the Innu Nation. My community is Pisamit, far east from here. And I was back in 1990 trying to find my place in the political circles and within my nation. I tried to be as active as I could. I had principles. I still have principles. At the time, I sort of found a way to mix my principles with the principles of the people that I represented. So some might look at it as a compromise, but it's a comfortable compromise, I would say, because you serve people who believe the same things that we do, that you do. And back in 1990, the issue of, I would say, the impact and influence of colonialism impacted on our peoples as well, and regarded the situation lived by our sisters and brothers in Kanesatake as somewhat questionable. So we had that duty to provide the right information to our peoples, and we managed to organize at least 2 rallies in Quebec City in support of the movement in Kanesatake. We even managed to delegate leaders and chiefs from our communities to a very important meeting in Ganawagi in the month of July of 1990. And we were able to count on the support of non-Indigenous peoples, non-Indigenous politicians in supporting that movement back then. So I think we need, in commemorating 35 years, we need to serve this as a reminder that the issues at hand back in 1990 are still very much unresolved. And as a matter of fact, it's probably more subtle now in the way that politicians act. And I think as Indigenous peoples, we constantly face adversity. As a matter of fact, it might be ironic to say that, but we're comfortable with adversity because it brings our resolve and determination even stronger. And to me, that's what I see, that's what I've seen over the years. And just back a few days ago,
I was reminded, I was reading a piece of an opinion of a historian, non-Indigenous historian, who went as far as to question again the notion of unceded lands and unceded territories. So I see this as a reminder again that the struggle continues, that the struggle has to stay its course, and to me, as stated by Melissa earlier, it's not for our benefit, it's the benefit for our